Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La Ligue des Champions, des tensions du côté du Barça et du mouvement à l'OM. On fait le point sur les 10 infos foot principales de la journée. C'est parti. Alors on commence avec quelques mots au sujet du Final 8, cette phase finale improvisée et donc accélérée de la Ligue des Champions 2019-2020. Ça fait quelques semaines dont on entend parler. C'est bien sûr l'idée de regrouper les quarts de finale, demi-finale et finale de la compétition en 9 jours, donc du 15 au 23 août à Lisbonne, au stade du Benfica et du Sporting. Voilà, c'est une idée qui aujourd'hui se retrouve peut-être un poil menacée par l'apparition de nouveaux foyers de contagion à Lisbonne, en tout cas dans la banlieue de Lisbonne. Portugal avait jusqu'alors plutôt bien réussi à résister à la propagation du coronavirus, mais aujourd'hui, voilà, quelques doutes naissent. L'UEFA se montre pas particulièrement perturbée, plutôt confiante, dit et déclare ne pas avoir de plan B, donc se montre relativement positive par rapport à la situation. Il faut dire que le Portugal tient vraiment à l'organisation de ce Final 8. C'est à la fois une opportunité économique intéressante, il y a des millions en jeu, mais ça montre aussi, c'est l'occasion de manifester un peu le pouvoir de la marque Portugal. Il y a une question d'image. Le Portugal qui vient à la rescousse du foot européen, en tout cas du foot de club, après le déplacement de l'Euro 2020 à 2021. Voilà, il y a plusieurs choses qui se jouent et la situation la plus probable, en tout cas l'issue la plus probable à mes yeux et de ce que j'ai lu, c'est que le Final 8 se jouera effectivement à Lisbonne, mais à huis clos. Alors il y avait peut-être la possibilité d'y voir des supporters, mais le Premier ministre Antonio Costa a déclaré « Il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'il y aura moins de public à ces matchs que dans cette salle », donc la salle où il faisait son allocution, et le président Marcelo Rebelo da Sousa a également déclaré « Si le contexte impose de ne pas avoir de public, il n'y en aura pas, je veux dire que celui qui décide, c'est le pays qui organise ». Donc voilà, des évolutions verront peut-être le jour, on en parlera ici, bien évidemment, un mois et demi, il peut se passer beaucoup de choses, mais pour l'instant, climat plutôt optimiste et positif. Alors c'est pas les mots en revanche que j'emploierais pour décrire la situation actuelle du Barça, encore un match nul ce week-end à Vigo, match nul qui aurait pu même se solder par une défaite dans le temps additionnel, et qui a provoqué en tout cas de grosses scènes de tension. Alors celle qui fait le tour des réseaux depuis quelques jours, c'est bien sûr l'altercation entre Messi et Eder Sarabia, le coach assistant de Sétienne, sous le regard d'ailleurs assez déconfit de Quique Sétienne. Suarez en a remis une couche dans la foulée avec une interview d'après-match. Notre faible rendement à l'extérieur doit être analysé par nos entraîneurs. Sur les dernières saisons, ce n'était pas comme ça. Donc voilà, le club a connu des jours plus roses. Après, je trouve que ce point particulièrement des altercations joueurs-staff dans des situations de sous-performance sportive, je trouve ça tout à fait logique dans un vestiaire de vainqueurs immenses comme celui du Barça. C'est des choses qui se produisent, c'est même à mes yeux plutôt sain si ça va pas trop loin et si ça nuit pas au crédit du coach. Donc ça, difficile de tirer beaucoup de conclusions pour l'instant, on verra, mais quand tu ajoutes ça à la situation macroscopique du côté du Barça, donc le tableau général qu'on mentionnait hier quand on parlait du transfert Arthur Pjanic, de la direction et de voilà, tout ce qu'on sait au Barça depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être, forcément c'est pas très réjouissant. Et à quelques heures, là au moment où je m'enregistre, à quelques heures d'affronter l'Atlético Madrid qui reste sur 4 victoires consécutives, ça met une dose en plus de piment. Le Barça reste engagé en Liga, reste engagé en Ligue des Champions, mais est passé d'une situation où il était à plus 2 par rapport au Real Madrid à aujourd'hui moins 2. Fin de saison explosive et on aura peut-être l'occasion d'en reparler davantage. Quelques infos mercato ensuite. Première chose, c'est la signature confirmée de Hee-chan Hwang qui file de Salzbourg à Leipzig. Donc on connaît ce move, c'est pas le plus rare. Ça se fera pour 15 millions d'euros plus 3 de bonus. C'est une somme qui est largement inférieure à celle qui était évoquée il y a quelques mois quand Wolverhampton était très intéressé par le joueur. Donc on parlait plutôt de 30 millions. J'imagine qu'il y a forcément une promo qui s'applique à chaque fois que tu passes d'un club Red Bull à un autre, donc ça doit jouer, mais il a aussi fait une deuxième partie de saison un poil moins intéressante, donc sans le projecteur de la Ligue des Champions, c'est un peu moins mis en valeur. Après ça reste un joueur qui a marqué 16 buts, réussi 21 passes D, toutes compétitions confondues cette saison. Personnellement toujours très captivé par la phase d'adaptation d'un joueur qui passe d'un championnat mineur, l'Autriche c'est 12e au classement UEFA, à un championnat majeur, l'Allemagne c'est 3e. Bon, on en connaît un qui a réussi à franchir ce cap avec brio bien sûr, mais pour Hwang ça va représenter un défi majeur et donc captivant. Curieux de voir également l'utilisation qui sera faite de Hwang par Nagelsmann.
le truc positif et cool, c'est qu'il y a une vraie continuité culturelle entre Salzbourg et Leipzig, bien sûr, entre le jeu prôné par Jesse Marsch et celui développé par Julian Nagelsmann. On l'imagine en remplacement de Timo Werner parti à Chelsea, peut-être en tant qu'attaquant de pressing, pas exactement les mêmes qualités, mais ça va demander aussi une adaptation du secteur offensif, peut-être. Voilà, très curieux de voir comment tout ça se passera, et on lui souhaite tout le meilleur. La quatrième info maintenant, c'est celle qui voit Steve Mandanda faire comme Dimitri Payet, à savoir prolonger son contrat tout en acceptant de réduire son salaire. C'est ce qu'a fait Payet cette semaine. C'est ce que pourrait faire Mandanda, notamment si c'était assorti d'une offre pour intégrer le staff de l'OM à la suite de sa carrière de joueur. Donc voilà, tout ça au conditionnel. Maintenant, est-ce que ce serait une bonne idée pour l'OM ? Moi, c'est dur à dire. Pas mal de s'encadrer de joueurs d'expérience, pas mal de continuer à miser sur un Mandanda qui a été excellent l'année dernière, mais bon, 35 ans, c'est quand même un vrai risque. Ça peut être quelque chose à considérer. On reste à Marseille ensuite pour évoquer l'option d'achat levée pour Álvaro González, 4 millions d'euros seulement, pour un joueur qui est désormais sous contrat jusqu'en 2023. Alors on parlait de entre 4 et 8 en début de saison, quand il est venu depuis Villarreal, on parlait de 4 et 8 en fonction du nombre de matchs joués par Álvaro González à l'OM et en fonction du classement. Donc difficile, si on admet ces conditions, de se dire qu'il est parti pour la somme minimum. Peut-être qu'ici, l'arrêt de la Ligue 1 a été favorable à Marseille, peut-être qu'en jouant seulement un nombre de matchs réduit, ça leur a été favorable. Qui sait, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour eux, ça sécurise un peu leur secteur défensif. Ils ont maintenant Álvaro González sous contrat jusqu'en 2023, Tchaletakar sous contrat également jusqu'en 2023, Camara 2022, Lucas Perrin 2021, ça va voir, mais donc 3 joueurs très jeunes qui ont le potentiel pour être encadrés par un leader de défense. Álvaro González, c'est pas mal. Le 6e point, encore à l'OM, c'est la prolongation de Marley Hackett, très jeune joueur, 19 ans, l'attaquant dont le contrat expire en 2022, aujourd'hui c'est 2024. On l'a vu faire quelques bouts de match cette saison, 9 apparitions en Ligue 1, 4 en Coupe, un total de 213 minutes au total, jamais plus de 45, c'était face à Monaco. Mais voilà, plutôt intéressant lorsqu'on l'a vu, notamment contre Lille, où il avait été assez inspiré et avait permis notamment à l'OM de marquer le but de la victoire, le 2-1 de Benedetto. La question pour moi maintenant, c'est le prolonger, ok, mais est-ce qu'il faut le prêter ? Ça dépend du temps de jeu que tu peux lui garantir. Ça peut être intéressant pour un OM qui va jouer sur plusieurs tableaux, donc plus que la saison précédente. Un OM qui n'a pas nécessairement les moyens de recruter à prix fort. On sait que les buteurs ça coûte cher. Donc voilà, pour moi, si tu peux lui permettre de jouer, on va dire au moins 1000 minutes en Ligue 1, ça vaut le coup de le garder, sinon il faut peut-être favoriser son développement. En parlant de prêt, justement, un mot pour la Liga, le prêt transformé de Marco Correa, qui passe officiellement du Barça à Getafe, où il jouait cette saison. 21 ans, 10 millions d'euros la transaction seulement, j'ai envie de dire, pour un gars qui a vraiment une très très belle pioche. Alors cette saison, sur les 32 matchs de Liga disputés par Getafe, il en a joué 31, et 31 en tant que titulaire. Le seul qu'il a raté, c'était à cause d'une suspension. Il jouait en gros milieu gauche dans un 4-4-2, mais pourrait peut-être jouer défenseur gauche ailleurs, de vraies belles qualités défensives. Numéro 1 en pression totale en Liga cette saison, numéro 4 en tacle, numéro 3 en tacle réussi juste derrière Casemiro et Busquets, numéro 6 en bloc. C'est une vraie dynamite sur le flanc gauche, beaucoup de volume, et donc vraie implication défensive pour une équipe comme Getafe, c'est vraiment un très beau match. Le Barça garde 10% à la revente, mais ne semble pas être non plus le grand gagnant de l'affaire. Alors on reste en Espagne pour évoquer brièvement le licenciement de Celades, le coach de Valence. Une seule victoire sur les 5 matchs de Liga, les 5 derniers matchs de Liga depuis la reprise. 2 victoires sur 13 rencontres, toutes compétitions confondues. Il avait un peu perdu son vestiaire, notamment des bruits d'une altercation avec Maxi Gomez. Le directeur sportif César Sanchez a lui aussi démissionné, dans la foulée, et c'est l'éternel intérimaire Voro qui prend la relève. C'est à l'image d'un club de Valence qui a visiblement beaucoup de mal à gérer ses entraîneurs. Je crois qu'ils vont avoir leur 11e du coup en 8 saisons. Ils en ont eu de bons pourtant. Marcelino qui avait remporté le premier titre de Valence depuis plus d'une décennie. Son licenciement saute encore plus aux yeux et la direction risque d'avoir des comptes à rendre. Chiellini et Buffon qui prolongent à la Juve, donc 1 an de plus pour les deux. Leur contrat court désormais jusqu'en 2021, date à laquelle Chiellini aura 37 ans et Buffon 43, donc pas certain de leur rendement sur les saisons qui viennent. Donc Chiellini cette saison c'était très très dur, ligament croisé dès la 2e journée contre Naples,
Et puis voilà, il n'avait pas vraiment pu faire son retour, on l'a pas vu d'ailleurs depuis la reprise de la Serie A. Buffon, voilà, plus de matchs joués et pas inintéressant, notamment en coupe, notamment en finale contre Naples où il avait été vraiment excellent sur les 90 minutes, un peu moins sur les tirs au but ensuite, notamment une main pas assez ferme sur celui de Politano et il me semble aucun tir au but arrêté. En Serie A, il a coûté plus de buts qu'il en a arrêté si on se réfère au modèle des post-shot expected goals. Donc voilà, sportivement dur à déterminer ce qu'on peut en tirer, mais symboliquement ça aurait été catastrophique de les voir s'arrêter sur cette fin de saison bâclée sans avoir la possibilité pour eux de faire leurs adieux, et ça montre que la Juve attache quand même une part importante à son histoire. Enfin, on termine sur la CAN repoussée Coupe d'Afrique des Nations qui devait initialement se tenir en janvier 2021, donc d'ici 6 mois. Pas vraiment le temps de finir les phases de qualification, puis des déplacements qui risquent d'être compromis, donc ça a été repoussé à janvier 2022, donc pourquoi pas l'été qui arrive. Le problème c'est qu'en été au Cameroun apparemment il pleut beaucoup, donc ceci explique cela. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous remercie de votre soutien hier, ça m'a vraiment aidé, je crois que la vidéo a plutôt bien marché. Comme je vous disais, il faut redonner un coup dans l'algorithme quand on reprend, donc merci pour tous vos pouces bleus. Si vous voulez pas rater celle de demain ou d'un prochain jour, je sais pas exactement si ce sera demain mais j'espère. Si vous voulez pas rater la prochaine en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément et puis de notre côté on se retrouve très très vite. D'ici là comme d'habitude, passez une super soirée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.